Et l'invité ce matin, Sacha Houlier, député Renaissance de la Vienne et président de la commission des lois. Bonjour Sacha Houlier. Bonjour. La réforme des retraites, tous les enjeux, les soutiens, les oppositions, la rue, les futurs débats à l'Assemblée. Autre question dans l'actualité ce matin, le port de l'uniforme à l'école, tiens. L'attaque à la gare du Nord et les OQTF ou encore le retour d'Adrien Quatennens. Commençons donc par la bataille autour des retraites, parce que ça se présente comme une bataille finalement entre deux camps. Cette réforme est indispensable et vitale, dit-on au gouvernement. C'est une régression sociale, dit-on dans l'opposition, notamment en fait à gauche, notamment chez vos anciens camarades du PS. Que leur dites-vous ce matin ? Eh bien que ici, il y a une chose sur laquelle on peut s'entendre, c'est sur le constat, un constat qui est clair, qui est celui d'un déficit des caisses de retraite, un déficit qui est structurel, donc qui est amené à durer pour plusieurs années et qui appelle de nouvelles sources de financement. Ils le contestent, oui et non, puisque les syndicats réformistes eux-mêmes admettent qu'ils, même s'ils en contestent la portée, même s'ils disent qu'elle est minime, même s'ils disent qu'on pourrait faire autrement, ils reconnaissent qu'il existe un trou dans les caisses de retraite. Voilà. Et ce problème de financement, il ne va pas se résoudre finalement par un claquement de doigts. Il faut bien agir, il faut bien faire quelque chose. Oui. Ce quelque chose, il était rendu inéluctable aussi parce que nous n'avons pas pu faire une réforme qui certes était peut-être mieux, en tout cas de mon point de vue, qui était la réforme du système universel par points. Et donc on sait désormais depuis 5 ans qu'il faudra remettre l'ouvrage sur le métier. Vous étiez favorable à la réforme par points. Mais il faudra mettre l'ouvrage sur le métier, et remettre l'ouvrage sur le métier, ça implique de trouver aujourd'hui des nouvelles sources de financement qui sont celles des efforts qui sont demandés aux Français, parce que la réalité, c'est que des efforts sont demandés aux Français. Oui. Alors politiquement, vous pouvez compter sur les LR, a priori, parce qu'ils posent certaines conditions. Il y aura des aménagements possibles, comme ceux, par exemple, qui ont commencé avant 21 ans de travailler, ce que disait Aurélien Pradier, qui était à ce micro hier. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que je vous ai dit qu'on allait demander des efforts aux Français. Ce que l'on exige au Parlement, c'est que ces efforts soient justes. Et ce qui justifie que des aménagements soient faits, vous l'avez dit, sur les carrières longues, oui. Il reste sur la pénibilité, ou encore sur le montant des pensions et les fameux 1 200 € qui sont en réalité un pourcentage du SMIC, 85% du SMIC, qui fait que ce sera évolutif, et si le SMIC augmente, alors les pensions perçues par les retraités, même les pensions minimales, augmenteront. Il y a effectivement des choses à discuter sur la durée de cotisation pour ceux qui commencent tôt. Il y a également des choses à discuter sur les droits familiaux, je pense notamment aux pensions de réversion, qui sont aujourd'hui indescriptibles, indéchiffrables, donc qui sont difficiles à comprendre pour nos concitoyens. Et puis il y a des choses à discuter sur l'emploi des seniors. Vous savez qu'un des principaux enjeux, c'est qu'on octroie plus de travail aux seniors, que les entreprises leur fassent confiance, et peut-être que les dispositifs qui sont des dispositifs incitatifs, qui existent aujourd'hui, sont insuffisants et qu'il faut davantage aller vers plus donc il y aura discussion. Exactement. Il va y avoir des débats. Vous allez tout faire pour éviter le 49.3 aussi. Ça, il va y avoir des débats, parce que ce sont à minima, enfin en tout cas ce sont 20 jours de débats qui sont prévus, compte tenu de la procédure qui est celle qui sera suivie à l'Assemblée nationale. Donc le procès de la réforme définitive préparé, ficelé, je pense qu'il est de toute façon faux, et c'est un mauvais procès. Sacha Houlier, est-ce que le calendrier peut être bousculé par ce qui peut se passer dans la rue et la mobilisation qui est annoncée par les syndicats et une partie de l'opposition ? Alors, on ne découvre pas que les syndicats salariés, qui d'abord défendent les droits des salariés, sont opposés aux efforts. Et je le redis, parce que des efforts sont demandés aux Français. En revanche, ce que l'on dit, c'est que ces efforts, nous faisons tout pour qu'ils soient justes et également répartis. Et que par ailleurs, ces mêmes syndicats, ou partie d'entre eux, pour le moins, admettent qu'il faille trouver des financements nouveaux. Donc, je pense pas que cette mobilisation annoncée, prévue, elle puisse finalement revenir sur le principe qui est de dire il faut de nouveaux financements pour financer les retraites, pour financer les droits, pour payer les droits. Ils peuvent avoir. Pour payer certains avancent des propositions. Pour payer des droits pour ceux qui sont à la retraite maintenant, mais pour payer des droits à ma génération, à laquelle on a cessé de dire, parce que nous. Ça fait depuis que je suis Vous avez la trentaine. Oui, j'ai 34 ans. Oui. Depuis que je suis tout petit, on me dit tu n'auras pas de retraite. Voilà. J'ai pas envie de croire cette mauvaise promesse. J'ai pas envie de croire. Il porterait une responsabilité. Ce que vous dites, Sacha Houlier, c'est que les syndicats porteraient une responsabilité pour les jeunes générations. D'abord, je mélange pas tous les syndicats. Je sais qu'il y en a qui sont opposés par principe, et je sais qu'il y en a qui reconnaissent aussi la nécessité d'une réforme. Alors lesquels ? La CFDT, par exemple. Vous regrettez que la CFDT, syndicats réformistes que j'ai rencontrés par ailleurs dans mes fonctions au Parti Renaissance, admettent qu'on a besoin
de financement. Admettre que, par ailleurs, on a besoin de rééquilibrer, on a besoin de rendre plus de justice dans le système des retraites. Je vous l'ai dit, ils sont opposés au report de l'âge légal. Ah non, mais c'est ça, mais vous avez discuté, échangé beaucoup avec la CFDT. Vous êtes déçu par leur attitude alors aujourd'hui ou pas? Ou alors c'est une position de principe qu'ils sont obligés d'adopter? Je ne suis pas surpris parce qu'ils ont dit leur opposition à l'âge légal. Et encore une fois, ils défendent les droits des salariés. Donc, d'un point de vue syndical, ça s'entend. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a toute une partie de mesures aussi aujourd'hui qui sont intéressantes, qui sont parfois inspirées des travaux qui sont ceux des syndicats, qui appellent certaines modifications au Parlement et que finalement l'affaire n'est pas entendue et il y a des choses qui peuvent encore bouger. Est-ce qu'il y a la crainte aussi d'une paralysie du pays? Là, à la SNCF, c'est annoncé. Dans le secteur de l'énergie également, il pourrait y avoir peut-être des blocages de nouveau, les raffineries? Non, enfin, nous n'avons pas peur. En revanche, nous condamnerons, comme nous l'avons fait par ailleurs à Noël, tout ce qui consisterait à bloquer les gens. Alors, il y a eu les fêtes de Noël, mais bloquer tout le pays, alors qu'on sait qu'il faut trouver des nouvelles ressources. Très sincèrement, ça n'a pas de sens. Vous êtes le président de la commission des lois. Quel est le calendrier prévu? Parce que c'est vrai que les gens ont en tête cette réforme annoncée, mais... Le texte sera présenté au Conseil des ministres à la fin du mois de janvier, la dernière semaine de janvier. Il sera ensuite au Parlement au début du mois de février. Et puis, suivant la procédure, il devrait être adopté d'ici la fin du premier trimestre. Oui, adopté avec ou sans 49.3. Ça, vous connaissez notre volonté qui est de faire sans. Oui. Venons maintenant à l'attaque hier matin à la gare du Nord. L'agresseur faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le ministre de l'Intérieur indique que on n'a pas pu être envoyé dans son pays si c'était le cas en Libye parce qu'il n'y a pas de canal d'échange véritablement. Mais que fait-on face à ces personnes? D'abord, il y a une volonté politique qui s'exprimera par le dépôt d'un texte sur l'immigration prochainement, dans lequel nous voulons plus systématiquement expulser les étrangers délinquants. Et donc, c'est-à-dire lever des réserves que nous connaissons aujourd'hui pour les expulsions, et puis permettre le retrait d'un titre de séjour. Plus ferme parce qu'il y a du laxisme, quoi. En tout cas, de lever des contraintes juridiques que nous connaissons aujourd'hui pour pratiquer des expulsions. La France est le pays qui, en Europe, pratique le plus d'expulsions aujourd'hui, donc qui met en œuvre le plus de QTF. La France est le pays qui expulse le plus de radicalisés ou de personnes qui ont commis des menaces, parce qu'elle en a peut-être davantage sur son territoire. Des menaces graves à l'ordre public. Non, ça n'est pas forcément vrai, puisque les demandes au titre du droit d'asile ou les demandes au titre de séjour sont bien plus importantes en Allemagne. Alors peut-être, je connais pas les statistiques de la délinquance en Allemagne, je les connais en France en revanche. Et puis, au-delà de ce projet de loi, il est vrai qu'en face, pour avoir des réadmissions, il faut un État. Donc, avec ce que nous avons mené comme politique à l'égard des pays du Maghreb, par exemple, nous avons des réadmissions plus systématiques, des réadmissions d'Algériens, de Tunisiens ou de Marocains. Ça n'est pas le cas en Libye, parce qu'en Libye, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Donc, pour toutes les expulsions que nous pourrons faire, nous allons les accélérer, et pour les autres, nous avons encore un peu de travail devant nous. Le port de l'uniforme à l'école, à titre personnel, Brigitte Macron s'y déclare favorable ce matin dans une interview accordée au journal Le Parisien aujourd'hui en France, et une proposition va être défendue dans ce sens par le Rassemblement national lors de sa journée de niche parlementaire. Ça va être une longue journée, et le sujet mérite d'être débattu. Peut-être qu'il mérite d'être débattu. Moi, j'ai une position qui est définitive sur cette question. C'est-à-dire ? J'y suis profondément opposé. Je pense que ça n'apporte aucune mesure d'égalité, aucune. Et je pense que même en termes de laïcité, cette mesure assez sévère et définitive, elle incitera les lycéens ou les collégiens à faire rigoureusement le contraire. Et quand on connaît l'esprit de rébellion qui est le leur. Donc, je pense que ça n'a aucune forme d'efficacité, et donc je pense que on peut, et c'est ce qu'on va faire par ailleurs, rejeter cette. Ça va être long aujourd'hui, les discussions avec, pour la première fois, le Rassemblement national qui bénéficie de sa niche parlementaire pour essayer de faire passer des textes. Ça va être long, mais vous savez, toutes les niches parlementaires sont longues aujourd'hui. On a beaucoup de débats sur des idées qui paraissent bonnes ou qui seraient intuitivement frappées du coin du bon sens pour la population, et qui en réalité sont ou inutiles ou inefficaces. Oui, mais c'est parfois pas même le coin du bon sens. Mais quand par exemple le Rassemblement national va mettre sur la table aussi les ZFE qui posent beaucoup de problèmes, ou encore la question des salaires dans les entreprises, l'inflation. Dans les ZFE, il n'est pas interdit pour les collectivités d'être intelligentes. Regardez, le maire de Grenoble, qui par ailleurs n'est pas quelqu'un qui soit très ouvert parfois, a réussi à exclure les motos de la ZFE de Grenoble. Et donc, comme quoi, on peut réfléchir, et on peut se dire que ce qui contribue à fluidifier le trafic est utile
dans une zone de faible émission. Oui. Sacha Houlié, le retour d'Adrien Quatennens hier à l'Assemblée nationale. Alors dans la foulée, vous avez annoncé avec Aurore Berger co-déposer une proposition de loi visant à créer une peine obligatoire d'inéligibilité. Hein. C'est ça pour les élus reconnus coupables de certaines violences. Vous allez demander à être soutenu par l'ensemble de l'Assemblée nationale. Exactement. Sur ce texte. Oui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2017, on a tenté d'introduire le casier judiciaire vierge. On nous a dit vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne pouvez pas automatiquement condamner tout le monde à l'inéligibilité. Ouais. Donc on a fait une liste d'infractions. Dans cette liste d'infractions qui comporte le trafic de stupéfiants, les violences graves, les violences faisant l'objet d'une ITT supérieure à 8 jours, eh bien on a oublié les ITT lorsqu'il n'y avait pas d'ITT. Donc ça veut dire que lorsqu'on commet des violences graves dans son couple, à l'égard de sa femme, lorsqu'on commet à l'égard de ses enfants, eh bien on n'est pas frappé d'une éligibilité, le juge ne peut pas la prononcer. Bon, ça manque. Et c'est ce vide juridique qu'on veut combler. Mais Sacha Houlié, bon, on est condamné, on purge en fait sa peine, et après, on n'a pas le droit à une seconde chance, alors avec vous. Ah non, en réalité, c'est quelle est la peine que le juge peut prononcer ? Le juge peut prononcer, dans le cas d'une affaire de violence conjugale, il peut prononcer une peine, mais il ne peut pas prononcer de peine complémentaire. Et c'est bien ce qu'on veut lui permettre aujourd'hui. Je pense que cette peine, elle est justifiée. Elle est justifiée parce qu'il y a une obligation de probité des élus qui pèse sur nos épaules, qui nous est suffisamment rappelée, y compris par les membres de la France insoumise. Et donc, il est justifié que le juge, s'il le souhaite, puisse la prononcer. Et que par ailleurs, il explique pourquoi il ne la prononce pas s'il ne le décide pas. Bon, donc vous allez aller jusqu'au bout sur cette proposition de loi. Je pense que ça fait partie des infractions. Il doit y avoir une liste d'infractions qui justifie que pendant un temps on n'est pas éligible. Ça fait partie des infractions qui doivent être. Du coup, vous pointez du doigt aussi la France insoumise dans cette affaire en disant qu'elle pourrait. Je les appelle simplement à la cohérence et à la responsabilité. Simplement. Quand on a un discours aussi définitif que parfois qu'on partage par ailleurs sur les violences, une fois qu'une décision de justice est prononcée, je le rappelle, eh bien on doit pouvoir être en cohérence avec ses propositions. Vous aviez été concerné aussi à La République En Marche à l'époque avec Benoît Simion, votre ancien. Eh bien, d'abord, je constate, Jérôme Perra aussi. Je constate que Benoît Simion n'est plus élu. Voilà. Je constate qu'on est nombreux à avoir demandé le retrait d'investiture sur cette question. Et je constate qu'on a affirmé, y compris, que ça concernerait toute personne dans notre parti qui devrait être concernée par une condamnation, que ces personnes-là, si ça devait nous arriver, seraient exclues du groupe et qu'on souhaite que le texte qu'on a déposé puisse s'appliquer. Pour en terminer avec cette histoire, vous voudriez que Adrien Quatennens démissionne de lui-même ? Ça maintenant, Adrien Quatennens, il n'est pas concerné parce qu'il y a un principe qui est celui de la non-rétroactivité de la loi pénale. En revanche, notre responsabilité, c'est de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Là, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a pas de texte de loi qui le permet. Et donc, on tire les conséquences en déposant. Dernière question, Sacha Houlié. Noël Le Graët a été mise en retrait de la présidence de la Fédération française de football par le comité exécutif. Ça a été assez long hier, etc. On ne va pas de nouveau rentrer dans les détails, mais c'est une étape nécessaire selon la ministre des Sports. Quelle va être la prochaine étape ? Que peut-il se passer désormais ? Vous savez qu'il y a un audit qui a été demandé sur la Fédération française de football. Il s'agit d'établir les faits qui sont reprochés et qui ont été révélés par le magazine SoFoot. Soit ces faits sont vrais, et c'est extrêmement grave et ça appellera des sanctions judiciaires, soit ces faits ne sont pas vrais et dans ce cas-là il y aura des nouvelles délibérations du COMEX de la Fédération française de football. Mais de toute évidence, vu la gravité des faits reprochés, il était indispensable, nécessaire que Noël Le Graët soit mis en retrait le temps que l'on tranche tout ça et qu'on mette finalement au clair, le temps qu'il y ait une enquête qui objective les faits reprochés. Oui, la majorité est préoccupée par ce qui se passe dans les fédérations françaises. Aujourd'hui, il y a le football et puis il y a le rugby en même temps, avec la Coupe du Monde qui arrive. Fédérations sportives. Vous allez mettre la pression de nouveau ? Les fédérations sportives, elles agissent par délégation de services publics de l'État. Donc, à un moment donné, c'est normal que l'État contrôle ce qui s'y passe. Les affaires de les scandales à répétition qui sont révélés dans les fédérations sont une tâche sur le sport français. Et ça, pour le coup, c'est quand même au pouvoir politique de pouvoir rétablir l'ordre dans les fédérations. Vous êtes président de la commission des lois. Est-ce qu'il pourrait y avoir des lois, en fait, une évolution dans les mois qui viennent ? Pas à ce stade, parce que on n'a qu'une arme qui est une arme nucléaire de ce point de vue-là, si je peux le dire ainsi, puisque c'est le retrait de la délégation de service public, ce qui est extrêmement important. En revanche, il faut que tous les pouvoirs de contrôle, et notamment les pouvoirs de contrôle et d'enquête, qui sont l'audit que je vous ai décrit dans la Fédération française de football, soient utilisés. Je constate que la ministre des Sports le fait, j'en suis tout à fait satisfait et je pense que ça doit se poursuivre. Merci Sacha Houlié, président de la commission des lois, invité ce matin de Sud Radio, député Renaissance de la Vienne.